Bonjour mes chères étudiantes et étudiants. Alors, j'espère que vous allez très très bien. Pour les élèves ou bien les étudiants du semestre 2, concernant le passage de l'oral à l'écrit, département de langue et littérature amazigh, alors normalement on a essayé de mettre en valeur 4 chapitres ou bien 3 chapitres concernant son module. Il y a l'oralité dans la littérature amazigh, bien sûr la définition de l'oralité dans un premier lieu. Qu'est-ce que ça veut dire l'oralité? Est-ce qu'il a vraiment des caractéristiques spécifiques par rapport à tout ce qui est en relation avec la scribalité? Nous avons aussi l'oralité et le public. Vous savez très très bien que normalement on ne peut pas dire un texte littéraire, un poème par exemple, sans qu'il y ait l'intervention du public. Nous avons dans un troisième lieu l'oralité et la question des genres littéraires. Bien sûr, ça, c'est une question qui s'impose effectivement, étant donné que normalement nous avons tout d'abord tout ce qui est en relation avec la nomenclature, la classification, taxonomie et ainsi de suite. Et en dernier lieu, nous avons l'oralité et la critique littéraire. C'est-à-dire, est-ce que vraiment il y a une critique littéraire concernant cette littérature amazigh. Dans le deuxième chapitre, c'est le chapitre qui s'intéresse exclusivement à ce passage-là, c'est-à-dire comment se manifeste ce passage. Tout d'abord, il y a le corpus, la transcription et la traduction. Ce sont les trois piliers fondamentaux dans ce chapitre-là. Donc pour le corpus, effectivement, on s'intéressera à tout ce qui est en relation avec l'histoire, l'ethnologie, la linguistique, la théorie littéraire, et comment effectivement ces points-là servent vraiment à tracer des corpus qui vont être exploités par effectivement des chercheurs confirmés qu'ils soient ou débutants. Après, vous avez la transcription. Vous savez que normalement, nous sommes toujours dans le cadre de l'oralité. Et pour effectivement garder le texte de tout oubli, on doit s'intéresser à la transcription. Mais bien sûr, la transcription pose un certain nombre de problèmes. Ce n'est pas normalement coché noir sur blanc tout ce qui est en relation avec le texte, mais il y a effectivement le cadre scénique qu'il faut mettre en exergue, aussi la mise en situation et ainsi de suite. Et on arrive au troisième point qui est la traduction. Pourquoi exactement? Même si on disait d'ailleurs la traduction est une trahison, mais on doit passer par c'est-à-dire cette perspective, étant donné que normalement ça permet effectivement d'aller, ça permet à la littérature amazigh de passer de tout ce qui est en relation avec le local vers l'universel. C'est-à-dire que les gens vont s'intéresser à cette littérature par l'intermédiaire de la traduction. Alors, dans le troisième chapitre, nous avons la conservation et la revitalisation de la tradition orale. Comment on peut conserver, comment on peut revitaliser cette tradition orale, étant donné que normalement, il est toujours menacé de l'oubli, comme nous l'avons déjà mentionné. Donc, nous avons patrimoine culturel oral, une richesse impressionnante. Nous avons tous les genres littéraires qui peuvent se trouver dans les autres littératures. En l'occurrence, nous avons la poésie, le théâtre, les proverbes, les devinettes et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui, comment dirais-je, qui nous impose effectivement de la sauvegarder. Mais comment effectivement sauvegarder ce patrimoine-là? On doit aussi mettre en valeur un point vraiment très très spécifique concernant les danseuses populaires, une prouesse de grande envergure en pleine déliquescence. Vous savez que normalement, lorsqu'on parle des danseuses ou bien des cheikhats, on est toujours dans une tonalité en quelque sorte un peu péjorative, mais on doit leur donner le statut qui lui est, qui s'impose et qui se pose aussi, parce que normalement, ils sont en relation directe avec le côté artistique fortement important de notre pays et de notre nation. Après, nous avons la tradition orale marocaine et la réécriture de l'histoire marocaine. Alors, comme vous le savez,
on peut faire appel à la tradition orale, à tout ce qui est en relation, par exemple, avec Tamawayt, avec aussi Ahlil et ainsi de suite, les épopées dans notre pays vis-à-vis de tout ce qui est en relation avec la colonisation française et espagnole. Donc on doit normalement réécrire notre histoire par l'intermédiaire de ces chants, de ces danses-là, pour effectivement mettre en valeur notre passé, un passé glorieux, qui est malheureusement, on ne trouve pas effectivement cette richesse-là, ou bien cette bravoure-là de notre pays, ou bien des hommes de notre pays, dans les archives de la colonisation. Malheureusement, il faut faire donc appel à cette tradition orale pour la réécriture de notre passé. Dans le chapitre 4e, nous avons la standardisation de la langue amazigh. Alors, dans la standardisation de la langue amazigh, nous avons tout d'abord la différence entre la langue orale et la langue écrite. Bien sûr, l'amazigh a pu passer à la standardisation étant donné qu'elle possède un nombre considérable de points susceptibles de lui donner ce statut-là de la scribalité, bien sûr. Et dans un deuxième lieu, nous avons la standardisation de l'amazigh, quelle démarche, avec bien sûr un S de pluriel. Après, donc, dans votre cours, vous aurez une conclusion, bibliographie, table des matières et aussi des exercices d'application. Alors, je vais passer en revue tout ce que nous avons dit pour vous montrer effectivement comment vous allez procéder dans votre préparation. Bien sûr, il faut mettre en valeur un certain nombre de paramètres susceptibles de vous donner une idée à propos de ce que ça veut dire l'oralité, parce que nous sommes dans un passage de l'oral à l'écrit. Donc, il ne faut pas prendre l'oralité dans un sens un peu péjoratif, parce que normalement, ce phénomène-là est fréquent en sciences humaines, particulièrement en ethnologie et en anthropologie. Il est plus visible dans tout ce qui est en relation avec l'africanisme. Et après, il est stérile aussi de penser que l'oralité, ou bien de penser l'oralité dans un sens négatif. En relevant les traits par contraste avec l'écriture, l'oralité ne signifie pas analphabétisme. Donc, je cite ici Paul Zantour dans Introduction à la poésie orale. Donc, on voit que l'oralité n'est pas un moyen qui dévalorise une telle littérature. Il s'agit en effet d'un moyen qui témoigne de la vie de l'humanité, puisque la communication des productions littéraires se fait tout d'abord par la voix. L'oralité est une caractéristique importante qui donne plus de valeur à n'importe quelle production esthétique. Vient après l'écriture qui conserve ce patrimoine, après avoir aménagé toutes les conditions sine qua non capables de rendre la langue ayant un statut d'universalité. Donc ça, c'est le premier point. Donc c'est la définition de l'oralité. Après, nous avons l'oralité et le public. Donc le texte produit par le poète, par exemple, a besoin d'un public. Zantour dit à ce propos, le texte semble bien s'adresser toujours à une collectivité comme telle, non à un individu, à un agrégat d'individus isolés. Donc le texte, comme on le voit, prend toute sa force de cette présence qui ne cesse d'applaudir, d'apprécier, de critiquer et de présenter des remarques assez importantes. Ces remarques visent la progression et la continuité de la production qui joue un rôle important dans la vie quotidienne de la société. Donc le public, dans ce sens-là, est en train de montrer une certaine critique littéraire. Parce que lorsque les gens applaudissent, par exemple, un poète, ça veut dire qu'ils apprécient, ce qu'il a dit. Et au contraire, si par exemple il y a des sifflements et ainsi de suite, c'est le cas contraire, c'est le fait de déprécier cette production-là. Donc il faut que le poète soit conscient de ces réactions-là vives, qui sont en direct vis-à-vis de sa production littéraire. Donc la poésie médiévale est une poésie en situation, et cette situation est inscrite dans le code à une profondeur telle le texte ne paraît d'une extrême pauvreté, en indice y renvoyant explicitement. Donc il y a ici une certaine relation, une forte relation entre la poésie médiévale et la poésie amazigh. Donc dans un troisième lieu, nous avons l'oralité et la question des genres littéraires. Alors lorsqu'on parle des genres littéraires amazigh, on peut affirmer sans contexte que les recueils qui possèdent à une taxonomie ne prennent pas en considération la définition ou une typologie explicite. On donne simplement le nom du genre et on le traduit tout simplement.
on focalise le travail sur des données philologiques, ethnologiques et aussi thématiques, sans qu'il y ait effectivement une recherche spécifique concernant effectivement cette taxonomie. Parce que la taxonomie en poésie amazigh pose un grand problème, sans parler effectivement de toutes les différentes nomenclatures qu'on trouve au Rif, ou bien au Moyen Atlas, ou bien à Sousse, et bien sûr sans parler des autres régions, en Algérie, en Tunisie, au Sahel et ainsi de suite. Alors, après, bien sûr, le fait, alors il faut dire que le fait de traiter la question des genres poétiques dans un domaine littéraire, oral, tel que l'amazigh, ou bien tel que celui de l'amazigh, c'est s'aventurer dans les méandres d'un immense chantier où les résultats probants sont difficiles à escompter. Il y a effectivement des dangers, ou bien beaucoup de perspectives dans ce champ d'investigation, parce que effectivement plusieurs chercheurs ont essayé de cerner cette problématique à l'image d'André Roux, ou bien Drouin, ou bien encore Michel Peyron, sans effectivement arriver à donner une spécificité concernant ces genres-là. Donc pour l'oralité et la critique littéraire, il faut mentionner que normalement, la majorité des critiques littéraires qu'on trouve amazigh, qu'on trouve dans l'ère amazigh, se sont vraiment inspirés de tout ce qui est en relation avec la critique mondiale. Les démarches suivies, les concepts, les outils d'analyse sont pris en considération par les critiques de la littérature amazigh. Ça, dans un premier lieu. Dans un deuxième lieu, l'instauration des études amazigh dans plusieurs universités marocaines. Et ça, c'est très important aussi parce que louange à Dieu, maintenant nous avons un certain nombre de départements dans les universités marocaines, sans exception. Cela a donné la possibilité de cerner la culture et la littérature amazigh d'une façon académique, c'est-à-dire c'est le fait de passer de tout ce qui est en relation avec le côté amateur vers le côté professionnel. On a donné de l'importance à l'élaboration de corpus avant de passer à l'expérimentation de plusieurs approches et théories, donc les approches littéraires bien sûr, le cours ou bien le deuxième cours que j'assure moi-même. Alors, ce qui a permis une relecture et une redécouverte de cette littérature. Ça, c'est très important. Alors, ces derniers temps aussi, les publications se font en amazigh. Ça, c'est très important. Après la poésie, il y avait la naissance de plusieurs genres littéraires exprimant différentes manières d'écriture. On trouve le conte, la nouvelle, le théâtre et ainsi de suite. Et, en dernier lieu, les efforts fournis par l'ERCAM, mais qui sont au service de la littérature amazigh, sont au niveau, ou bien soit au niveau des publications, ou aussi au niveau des recherches. Tout ça, ça nous donne une idée à propos de la critique littéraire concernant la littérature amazigh. Alors, pour le passage, le deuxième chapitre, le passage de l'oral à l'écrit, pour le corpus, comme vous le savez, le corpus constitue une matière brute que chaque étude peut investir pour réaliser ses propos. Il tend la main à tous les chercheurs, historiens, ethnologues, linguistes, théoriciens de la littérature, afin de ressortir les trésors dont il regorge. Alors, pour la transcription, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est primordial et que vous devriez maîtriser bien sûr dans les futures recherches, dans vos futures recherches, parce que le problème qui se pose n'est plus celui de réussir un simple exercice de transcription. C'est un simple exercice de transcription d'ailleurs, d'accord, mais c'est l'appauvrissement d'une production artistique. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que lorsqu'on prend, par exemple, un stylo pour écrire noir sur blanc cette littérature, on ne donne pas une grande importance à tout ce qui est en relation avec le cadre cinétique. C'est-à-dire, on ne va pas parler des circonstances dans lesquelles le texte a été produit. Mais cet acte recèle, je cite ici Taifi, cet acte recèle de dangers insoupçonnés. Il ne suffit pas en effet de transposer dans l'écrit un poème et le fixer pour en donner toute l'interprétation sémantique dont il est parleur. Seul le texte lui-même est dans ce cas l'objet de la matérialisation graphique. Or, nous avons montré que le sens des poèmes, par exemple, poème Ahlil, est déterminé non seulement par le contenu du texte, mais aussi par la situation d'énonciation lors de la représentation des poèmes par les chanteurs. Donc, je vous invite à, effectivement, à chaque fois que vous avez une production littéraire, je parle exactement de tout ce qui est en relation avec la poésie, vous devriez mettre en valeur cette situation d'énonciation. C'est très important parce que ça va nous permettre de comprendre énormément de choses. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de
de l'analyse d'une œuvre littéraire, on commence généralement par ce qu'on appelle la contextualisation, c'est-à-dire le contexte historique, le contexte aussi économique, politique, social et ainsi de suite, pour déterminer le pourquoi de la chose. Pourquoi nous avons cet objet-là, ou bien cette matière brute, dans une date donnée, parce qu'il y a un certain nombre de circonstances. Donc c'est ça le rôle de la contextualisation, ou bien l'effet de la contextualisation, ou bien le rôle de la contextualisation, dans tout ce qui est en relation avec la compréhension, l'interprétation, l'herméneutique du texte littéraire. Donc, pour le troisième point qui est la traduction sert à réaliser plusieurs objectifs, comme vous le savez, dont on peut citer l'éclaircissement des modes d'expression, montrer que la Mazir possède une rhétorique aussi forte qui lui donne le statut de l'universalité, faire une comparaison entre le langage poétique et le langage ordinaire, en se basant essentiellement sur la structure syntaxique, les incompatibilités du genre et du nombre, et ainsi de suite, tout ce qui est en relation avec les écarts syntaxiques, et ça c'est très important aussi. Néanmoins, de tels objectifs ne peuvent résister aux inconvénients suivants. Vous avez le caractère poétique se perd suite à un tel passage, de la langue d'origine à celle d'arrivée. Nous avons aussi la trahison de l'original, puisqu'une telle traduction ne peut conserver la portée sémantique, syntaxique et esthétique du poème d'origine. Dans ce sens, donc, nous avons Galland-Pernet précise, on dit érudit combien la traduction, seul recours pour un public étranger, trahit l'original. Ça, c'est très significatif et ça demande aussi une certaine réflexion de votre part. Alors, pour la conservation et la revitalisation de la tradition orale, le pourquoi nous sommes en train de parler d'une richesse impressionnante. Parce que le Maroc jouit d'une richesse patrimoniale fort impressionnante. Dès lors, l'idée d'explorer, d'interroger, de médiatiser toutes ces composantes, aussi importantes les unes que les autres, devient une nécessité impérieuse pour pouvoir assurer la sauvegarde et, pourquoi pas, le rayonnement de cette richesse qui n'attend que l'opportunité d'être capitalisée et valorisée. Bien sûr, force est de le constater, le patrimoine culturel marocain a depuis toujours été exposé à des aléas de toutes sortes. Mais la survie de cette richesse est à mettre à l'actif d'Aïed qui ne cesse, entre autres, de produire, de critiquer, d'enseigner, afin de tracer un chemin sûr et serein. Donc, pour la sauvegarde de la tradition orale, depuis quelques décennies, la tradition orale marocaine, qui est une façon de préserver et de transmettre l'histoire, la loi et la littérature de génération en génération, a été au centre d'intérêt des chercheurs, qu'il s'agisse de néophytes mus par la curiosité passionnée et studieuse, ou de spécialistes chevronnés, forts de leur maîtrise et de leur expertise. Son champ d'application et ses préoccupations ont pris chemin faisant, et en se ramifiant de l'ampleur, embrassant et brassant nombre de domaines, on y puise et on a recours à des fins, entre autres, de critique, d'enseignement et d'information. Donc, troisième point, les danseuses populaires. Donc, il faut donner une valeur à ces danseuses-là, parce que normalement, ils sont en train de mettre en exergue un art ou bien une production artistique de haut calibre. Et nous avons aussi la réécriture de l'histoire marocaine, comme je viens de vous le dire lorsque j'ai parlé des tables ou bien de la table des matières. Alors, pour le quatrième chapitre, la standardisation de la langue amazigh, donc effectivement la langue orale, la langue écrite, pourquoi exactement on est obligé de passer de l'oral à l'écrit? Parce que il y a tout d'abord, il faut dire que normalement, même si nous disons que l'amazigh est essentiellement orale, elle entame avec beaucoup de succès, ça c'est très important, avec beaucoup de succès, l'écriture ou la scribalité. Un tel succès ne peut en aucun cas être compris comme une simple volonté. Ce n'est pas une simple volonté, mais c'est aussi quelque chose qui est en relation avec la possession d'un système phonétique, phonologique, lexical, syntaxique, grammatical propre à elle, un alphabet particulier qui se fait selon une notation spécifique, etc. En plus, l'amazigh contient une littérature fortement riche et impressionnante qui représente un corpus littéraire énorme et une qualité suffisante qui peut être traduit, enseigné et mis en valeur par le biais d'une approche audiovisuelle afin d'être revitalisé et revisité
par les générations futures. Par suite, l'amazigh, au voisinage des autres langues, possède un nombre considérable de fonctions, un statut qui lui est propre, des représentations des locuteurs, etc. Ce sont ces éléments qui assurent la langue, ou bien à la langue amazigh, un passage sûr et serein de l'oralité à la scribalité. Alors, pour la standardisation de l'amazigh, quelle démarche? Ça, c'est une question fortement importante, et d'ailleurs, vous devriez lire et relire, ou bien aussi faire des recherches dans ce sens-là, parce que la standardisation de la langue amazigh marque une volonté ferme de la part des décideurs, toutes disciplines confondues. Néanmoins, une telle décision constitue un défi majeur qu'il faut mener à bien avec beaucoup de précision et de concision. Déjà, pour l'amazigh, la standardisation est de 4 niveaux. Le niveau supranational, le niveau national, le niveau régional et le niveau local. Ce choix nécessite une prise de décision qui s'opère sur un côté politique, une approche théorique et une démarche opérationnelle. Alors, à la fin de votre fascicule, vous avez une bibliographie qui peut effectivement vous servir à grand chose, étant donné qu'il y a un certain nombre de références sur lesquelles vous devriez vous baser pour comprendre le pourquoi de la chose. Et nous avons aussi des exercices d'application, qui vous donnent une idée sur la manière, c'est-à-dire d'analyser, de faire une analyse concernant votre module. Et aussi, il faut le dire, il faut s'intéresser à tout ce qui est en relation avec la terminologie, ou bien un glossaire que vous allez trouver dans le deuxième cours. Donc voilà, merci.